Donc, pour commencer, en attendant s'il y a quelques retardataires, sur Adatech School qui organise cette conférence. Donc, c'était la première école d'informatique féministe ouverte à toutes et à tous. C'est une école qui est sans prérequis techniques ni prérequis de diplôme. Et le but, c'est d'apprendre à coder, donc devenir développeur ou développeuse généraliste et apprendre à coder en créant et en faisant. Donc, grâce à une pédagogie alternative, on a un cadre ouvert et bienveillant. Donc, le but, c'est non plus d'apprendre dans un climat de compétition avec des notes des profs, mais plutôt d'apprendre dans un climat ouvert où on a le droit à l'échec avec des badges qu'on valide, des encadrants et aussi un collectif qui est là pour aider. Donc, on se bat aussi pour plus de parité dans la tech. Donc, c'est un événement 100% femmes ce soir et c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, l'école, elle reste mixte puisque la diversité est faite de tous et toutes. Mais il y a seulement 10% de développeuses aujourd'hui. Donc, nous, on essaie de faire augmenter ce chiffre et on y arrive bien pour l'instant puisqu'on a dans l'école 70% de femmes. Voilà pour la partie présentation. Pour vous introduire l'événement, c'est pourquoi Adatech School a choisi de créer cet événement, la tech au service d'un monde plus juste et plus responsable. Au-delà de tout ce que je vous ai raconté, on est persuadé qu'il y a des manières de coder qui peuvent être engagées. Donc, la première manière de coder de manière engagée, c'est grâce à la technique de code. Donc, vous allez voir, les intervenantes vont nous en parler, mais avoir en tête quand on est développeur ou développeuse au produit, en marketing digital, avoir en tête des questions d'accessibilité, de clean code, de code peu consommateur, se partager entre développeurs et développeuses des bonnes pratiques responsables. Donc ça, c'est une première manière pour nous de coder de manière engagée. Et la deuxième manière, c'est au service de quoi on code. Donc, coder pour des causes qui sont importantes, pour des projets qui changent le monde. Et je crois qu'on a un bon panel ce soir pour illustrer cet exemple. Voilà pour le contexte. Pour présenter les intervenantes, donc il y a Lucille qui est coordinatrice chez Data for Good. Elle va vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que son rôle de coordinatrice et qui est aussi stratégie et operation manager chez Fox Intelligence. Après, on a Joséphine, product manager à La Ruche qui dit oui, et Stéphanie, qui est fondatrice de Andy Road. Voilà pour le panel. Du coup, je vais vous laisser toutes les trois vous présenter. Si vous pouvez nous expliquer votre parcours et votre boulot aujourd'hui. Je commence du coup, comme j'ai été en premier peut-être. Allez, vas-y Lucille. Super. Déjà, merci pour l'organisation et je suis ravie de participer ce soir à cet événement et de discuter, enfin, vous parler un peu de ce sujet, de comment, on va dire, œuvrer pour le bien avec la data et avec la tech. Donc, moi, j'ai un parcours de base qui était assez business, donc j'avais fait une école de commerce et j'ai voulu ensuite me rediriger vers des sujets un peu plus data. Donc, j'ai fait une formation de data via mon école directement. Et ensuite, j'ai voulu du coup trouver un poste assez ambivalent entre des compétences assez stratégiques business et des compétences techniques. Et du coup, c'est ce qui m'a amené. Donc, ça fait 3 ans que je travaille chez Fox Intelligence, qui est c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais on vend nous-mêmes des datas. Donc, on va dire, j'avais un poste data dans une boîte qui en plus vend des datas, donc ça fait beaucoup de data. Donc, je suis arrivée en tant que data analyst. Et là, du coup, il y a 1 an et demi, j'ai créé du coup, une nouvelle équipe qui s'appelle Stratégie Opération, où mon rôle est de piloter un peu la stratégie de la boîte dans les différentes équipes et de lancer des projets un peu exploratoires et assez mal définis, on va dire, pour défricher un peu ces nouveaux sujets dans la boîte. Donc aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes. On s'est fait racheter récemment par un grand groupe qui s'appelle Nielsen. Donc on a des gros objectifs de croissance.
Donc, pas mal de choses à faire. Et ce n'est pas du tout de ça dont je suis venue vous parler ce soir. Parce que du coup, à côté de mon travail, je suis effectivement depuis à peu près le même temps, donc 3 ans aussi, coordinatrice dans l'association qui s'appelle Data for Good. Donc, on est 5-6 personnes aujourd'hui à gérer cet asso. Et ce qu'on fait, en fait, je pourrais en parler plus en détail après, mais en fait, on choisit et on sélectionne des projets à impact qu'on va décider d'accompagner pendant des saisons d'accélération. Donc, quand je dis impact, c'est impact environnemental ou impact sociétal, qui ont des besoins data. Et nous, on a une communauté de bénévoles en fait, dans notre communauté, on a plein de personnes compétentes en data, que ce soit data science, data analyse, designer, toutes sortes de compétences. Et on va permettre à ces personnes de s'engager bénévolement sur les projets que nous on choisit pour aider ces projets à grandir, à analyser de la data, à aller plus loin dans des choses qu'ils font parfois déjà. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est de sélectionner les projets et accompagner ces bénévoles dans, on va dire, leur phase d'engagement avec ces projets. Et pour finir, et après on pourra rentrer plus en détail, mais on en est aujourd'hui, donc l'asso a 4-5 ans d'existence et on en est aujourd'hui à la 10e saison qu'on lance d'ailleurs dans un mois, tout pile, presque. Voilà. En mars, on va lancer la 10e saison où on va, chaque saison, on accompagne une dizaine de projets. Donc, c'était un des sujets qu'on voulait aborder, mais comment s'engager tout simplement, vous pouvez rejoindre la communauté et vous engager bénévolement. C'est pas très compliqué sur un projet. Voilà. Trop cool. Bah, Lucille, ouais, si tu veux poster les liens pour s'engager, n'hésite pas dans Ouais, le je chat. vais, je vais vous mettre le. En fait, se passe pas mal sur Slack. Je vais vous envoyer le lien pour rejoindre notre Slack et c'est là-dessus qu'on fait toutes nos coms. On n'a pas encore lancé la com pour le lancement de la saison, mais je vous envoie Ok. le Slack. Ouais, le lien du Slack, super. Ouais, je fais ça. Bah, on creusera un peu justement sur les projets que tu as sélectionnés. Je pense que ça sera hyper intéressant. Mais du coup, de ton côté, Joséphine, si tu veux te présenter. Oui, alors moi, un peu comme Lucille, j'ai un bagage plutôt de commerce. J'ai étudié en particulier la gestion de projet, le marketing. J'ai fait des stages dans le design et dans des startups tech. Et après, je me suis plutôt spécialisée dans les méthodes d'innovation par le design qui sont centrées sur l'utilisateur. Et du coup, ce sont des méthodes qui s'inspirent pas mal du design thinking, où on va avoir des enjeux à la fois de technique, à la fois de viabilité, donc avec des business models qui soient solides, mais aussi de désirabilité et d'utilisabilité. Donc, ça m'a vraiment formée pour intégrer ensuite une équipe produit. Aujourd'hui, je travaille à La Ruche qui dit oui, ça fait 4 ans. Et mon métier, c'est product manager, chef de produit en français. L'objectif, c'est d'identifier et de prioriser les projets qui vont avoir le plus d'impact et de valeur pour la société et pour nos utilisateurs. Je travaille au quotidien du coup avec le design, enfin, la designer et les développeurs de l'entreprise. On travaille en squad, donc en petite équipe pluridisciplinaire. Et donc l'idée, c'est de savoir sur quoi on met l'accent en tant qu'équipe, quels sont les chantiers prioritaires pour faire avancer les circuits courts, puisque du coup, La Ruche qui dit oui, qui a 10 ans cette année, c'est un acteur précurseur des circuits courts. Notre mission, c'est vraiment de rendre accessible à tous l'alimentation en direct du producteur et du coup aussi de soutenir les producteurs dans leur démarche de vente directe. Voilà. Super, merci beaucoup. Et toi, Stéphanie? Ah, attends, on t'entend pas Oui. encore, Stéphanie. Ah, Non, c'est bon, c'est parti. j'avais laissé le micro. Bonsoir à toutes et à tous, parce que j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi. Bon, moi, je vous remercie. Je veux dire, je suis trop contente de participer à cet événement parce que avant tout, et peu importe mon parcours, j'ai un gros problème avec l'engagement que j'arrive pas du tout à. Je suis jamais assez satisfaite. Et
et je suis ravie parce qu'on est vraiment sur un sujet qui est, euh, qui est prioritaire à mes yeux, en tout cas dans les mois et les années à venir. On y reviendra. Mais il faut vraiment qu'on bouge et si on peut bouger à plusieurs, ben, c'est forcément encore mieux. Moi, j'ai 53 ans, je suis issue aussi d'une école de commerce et d'un parcours universitaire. Moi, mon expertise, c'est la stratégie, de définir les orientations stratégiques des entreprises à l'international majoritairement. Et j'ai commencé en fait très tôt dans la tech puisque mon premier job, ça a été en fait de déployer les orientations stratégiques des importateurs, distributeurs. Alors, il y avait Novell, Unix, Microsoft dans le coin. À l'époque, j'ai fait mon premier semestre en 91. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était de voir comment la technologie pouvait répondre à des enjeux sociétaux, économiques, etc. Et l'innovation stratégique, c'est un vrai levier. Donc, quelle que soit la nouvelle technologie qu'on utilise, c'est un vrai levier de croissance, de performance, etc. Et ayant travaillé et travaillant toujours à l'international, j'ai eu toujours comme axe majeur de mettre en valeur la diversité et surtout l'inclusion, quelle qu'elle soit, hein, on en parlera plus tard, et surtout d'être très respectueuse de chaque entité. C'est-à-dire que même quand on accompagne une société à l'étranger, on fait attention voilà, aux intérêts de chacun et particulièrement, on va dire, à celui du plus petit ou du plus faible, peu importe la manière dont on le perçoit. Et puis, il y a aussi un gros sujet qui est pour moi la sécurisation des données. On y viendra peut-être, mais ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Il n'y a pas que les biais, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Parallèlement à ça, moi, je suis atteinte de différentes pathologies qui se soignent pas et qui m'ont amené à créer une start-up qui s'appelle Endirode parce que j'avais une problématique. En fait, j'ai des problèmes de surdité, mais aussi de déplacement, puisque je suis régulièrement paralysée et en fauteuil électrique ou au lit quand je ne peux pas bouger du tout. Et pour travailler à l'international, c'était compliqué. Donc, j'ai essayé de trouver des outils qui me permettaient au quotidien de sécuriser mes déplacements, la mobilité, l'accessibilité des lieux, etc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une problématique non seulement universelle, mais qui touchait beaucoup de gens. En France, on est 25 millions de personnes à être concernées par les problématiques de déplacement ponctuelles ou permanentes. Il y a la silver economy, il y a le handicap, il y a beaucoup de choses voilà, qui sont liées à ça et qui ont un impact, malheureusement. Vous l'avez tous connu pendant le Covid, qui est qu'à partir du moment où on est confiné, on ne participe plus à rien. Donc, c'est l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès au loisir, au quotidien, et que forcément, ça crée beaucoup d'exclusion. Et en fait, j'essaie vraiment à la fois de mettre en valeur les gens qui ont du talent, parce que j'estime que c'est pas parce que je suis pas championne de tennis que je peux pas produire autre chose. Et puis, et les faire participer à tout, on le verra, hein, mais c'est vraiment très, très important de mettre personne sur le côté et qu'on peut travailler autrement et qu'on peut accueillir tous les talents, quels qu'ils soient, surtout dans la tech, où c'est vraiment un formidable tremplin pour moi d'opportunités pour ces profils un peu atypiques. Et puis, l'idée, c'est aussi de rassembler les gens autour d'un projet voilà, qui porte à fort impact et puis avec tellement qui est dans l'économie sociale et solidaire. Mais c'est aussi l'occasion voilà, de mettre en valeur, et je suis très contente de l'invitation de la Datech School, parce qu'effectivement, on est peu nombreuses. Et moi, j'espère qu'on peut donner envie voilà, à toutes les jeunes femmes de se lancer parce qu'elles ont une vraie place à prendre. Voilà, une fois de plus, il y a quand même la majeure partie des postes dans les années à venir qui vont être dans la tech. Et ce que j'aime dans votre concept, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout sur des process où on peut évaluer les gens par rapport à leur parcours, mais par rapport vraiment à ce qu'ils peuvent produire et qu'il faut laisser la chance à chacun. Donc, moi, je dirais qu'en termes de voilà, comment est-ce qu'au quotidien on peut s'engager, effectivement, c'est en étant auprès à la fois des porteuses de projets comme pas forcément comme moi, mais qui ont des besoins et qui ont besoin d'avoir voilà, une équipe solide avec un fort engagement, puisque c'est aussi ce que recherchent les gens qui sont porteurs de solutions. Et puis surtout une tech qui soit créée par tous et pour tous dans les usages. On y reviendra dans la conception universelle en particulier. Voilà. Merci. Merci à toutes les trois. C'est super parce que le panel est varié et c'est exactement ce qu'on avait envie de montrer, c'est que chacune vous vous engagez à votre manière. Donc, merci en tout cas pour votre
présentation et votre participation. Pour rentrer dans le vif du sujet, selon vous, et ce n'est pas évident pour tout le monde, pourquoi la tech, c'est un bon moyen pour construire ce monde plus juste et plus responsable? J'ai l'impression que Stéphanie, tu es prête à prendre la parole. En fait, j'attends de voir qui lève la main. Vas-y, commence et puis les filles, je vous laisse enchaîner. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, c'est un formidable, on va dire, terreau d'opportunités parce qu'il y a encore plein de métiers qui n'existent pas et qui sont à créer, qui sont en train d'être créés, qui vont être créés. Donc, ça veut dire que ça laisse la porte ouverte à plein de profils qu'on n'imagine pas. Peut-être que pour certaines, c'est compliqué de s'imaginer dans ce domaine-là. Et j'aimerais leur dire, mais allez-y, foncez, parce que, un, vous avez une vraie légitimité. Deux, il est hors de question de s'autoriser à avancer dans la tech sans que tout le monde, chacun, chacune, quel qu'il soit représenté. Et que, quelque part, c'est un domaine non seulement qui va offrir des opportunités, mais qui laisse la place à des profils qu'on n'aurait pas imaginés auparavant. On a moins besoin, je trouve, alors surtout que moi je suis la plus vieille, hein, donc c'est facile de dire ça pour moi, mais à 53 ans, si on m'avait dit la manière dont évoluerait la tech à l'heure actuelle, je ne l'aurais pas du tout imaginé, et pourtant je fais de la prospective au quotidien et de la stratégie au quotidien. Donc c'est pour vous dire. Il y a beaucoup de choses positives. On peut être fier et porter des valeurs, ce qu'on ne nous autorisait pas avant, parce qu'on n'était que sur des domaines où il fallait parler que rentabilité. Les notions d'intérêt général, de diversité, d'inclusion n'existaient pas même dans le vocabulaire. On ne pouvait pas parler de ça, même si on en avait envie. Là, on peut s'afficher et dire j'ai envie de travailler pour tel groupe ou pour telle solution, et on peut être en cohérence avec soi-même. Et ça, moi, je trouve ça important parce que justement, moi, j'ai quitté des groupes parce que justement, on me demandait de produire des choses avec lesquelles j'étais en désaccord et que je ne pouvais pas cautionner. Même si j'avais une compétence et que j'avais une vraie place, une vraie légitimité, il y a un moment donné, on peut être en distorsion et on peut être en souffrance. C'est peut-être un mot pas forcément exagéré, mais j'espère que ça ne vous heurte pas, où on se dit qu'est-ce que je fais là? En fait, ce n'était pas mon projet de vie, ce n'était pas de ça. Et je trouve que la tech permet au moins ça. Et en plus, on a une variété des domaines d'application qui sont juste magnifiques, que ce soit dans l'administration, dans la tech, que ce soit dans le handicap, dans l'agroalimentaire, dans la transition écologique. On a toutes les thématiques. On peut vraiment se faire plaisir à tous les niveaux. Donc, on n'est pas arrêté en disant la tech, c'est que ça. L'autre chose, alors vous avez trouvé ça subjectif, mais ce n'est pas vrai parce que je me base que sur des études et sur des faits. C'est que les femmes ont beaucoup à apporter en termes d'agilité, de gestion de projet, de réactivité, d'intelligence. On est complémentaires forcément des hommes et ça a été prouvé grâce à plein d'études. Dès qu'on met une femme dans un groupe, le groupe devient plus intelligent. Alors pourquoi? Pas parce que c'est une femme, mais parce qu'on introduit un élément extérieur. Je vous parlais de stratégie et d'innovation. Dès qu'on va accueillir quelqu'un qui a une vision, qui a une posture différente, qui a une analyse différente, forcément, le groupe devient plus intelligent. Et si on ne s'oblige pas, quand je disais pour moi, c'est une obligation, il faut s'imposer et il faut être là parce que sinon, on va reconstruire un monde sans nous. Et ça, je veux dire, ça sera quelque part, on a des droits, des devoirs, mais aussi des responsabilités. Et d'investir la tech à l'heure actuelle, souvent on dit que les femmes ont le syndrome de l'imposteur, ce qui est vrai, malheureusement, c'est une des contraintes ou en tout cas des freins qu'on a par moment, alors qu'on a une vraie légitimité parce qu'on a un vrai regard à apporter, et particulièrement dans la tech. Donc les profils qui sont en train d'être recrutés, même si c'est compliqué en ce moment, même si on n'a pas des chiffres glorieux, il faut tenir bon parce que, voilà, Joséphine et Lucille vont nous en parler. Moi, en plus, j'ai été très bien accueillie. Vous voyez, je suis arrivée entre guillemets, quand je dis je suis arrivée dans la tech, quand j'ai créé ma start-up, ma propre structure, j'ai été super bien accueillie. Donc, je trouve qu'on parle beaucoup de choses négatives, mais il faut aussi parler des succès. Et moi, autour de moi, les premiers à me pousser, à m'ouvrir les portes, à m'accompagner, ça a été des hommes dans la tech. Donc,
il y a des écueils comme partout, il y a des contraintes comme partout, il y a des gens qui se comportent mal comme partout. Mais la tech, on a quand même une certaine agilité et on a surtout plein d'opportunités. Voilà. Moi, ça, je C'est voudrais qu'on super. l'entende. Merci. Je vous poste un article sur en fait la diversité. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait qu'une femme apporte des choses différentes, pas tant parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle apporte de la diversité. Et en effet, je pense qu'on a dû lire les mêmes études, Stéphanie, sur le fait aussi que ça apporte même une meilleure performance dans Alors, des cas c'est... d'innovation. Donc, Oui, on ne va alors pas en fait, résumer ça à ça, ça serait dommage. Mais il se non, trouve pas que du la tout. diversité, Mais si vous voulez, la diversité, c'est pour ça que moi, j'avais choisi ce métier de travailler à la stratégie des entreprises pour se déployer à l'international. C'est que forcément, on peut aussi utiliser ce levier, moi en tout cas, quand je suis dans mon cabinet de conseil, en disant, même si ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que ça vous amènera plus de performance, plus de... La diversité, on sait que ça amène forcément de l'innovation. Dès que vous accueillez quelqu'un dans votre équipe qui fonctionne différemment, alors, on y reviendra peut-être aussi, mais sur le volet handicap, par exemple, on voit tous les usages, par exemple, que font les personnes en situation de handicap comme moi des outils, comme le joystick. Ça a été une innovation réelle qui a pu être mise au service de tous dans la tech. On n'aurait pas eu des personnes en situation de handicap, on n'y aurait pas pensé. Donc, en fait, tout le monde avec son point de vue différent et son fonctionnement, son usage et ses besoins différents. Donc, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, peu importe. La diversité, forcément, elle amène à la fois du positif, mais aussi de la performance économique. Et surtout parce que votre solution, vous pourrez la vendre à un plus grand nombre que si vous dites, complètement. j'ai que cette cible et je m'adresse qu'à cette cible-là. Oui, on se restreint. Et pour vous, Lucille, peut-être Lucille, si tu veux commencer, pourquoi la tech est un bon moyen pour construire un monde plus juste? Oui, moi je pense que c'est surtout qu'il y a en fait, il y a un univers de possibles, de choses à faire qui est assez en fait, énorme. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir, enfin, déjà, à quel point, si je reprends l'exemple du coup de ce que je fais avec Data for Good, aujourd'hui, on a entre 2000 et 3000 bénévoles dans le SAC. Tous ne sont pas actifs tous les jours, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont actives. Et en fait, je pense que d'un côté, il y a plein de monde qui ont les compétences on va dire, aider sur des projets impact et qui ne le font pas forcément dans leur boulot et donc ont l'envie et la motivation de le faire. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a en fait un nombre de technologies qui sont développées qui peuvent aider sur des problématiques bien identifiées. Et au-delà de la tech, je pense que si on prend la data comme une sous-brique de la tech, en fait, il y a un nombre de datasets qui sont mis en open source parce qu'il y a des politiques qui poussent ça. Donc, si vous regardez les différents ministères, en fait, il y a de plus en plus de data qui sont mises en open source. Et il y en a plein qui ne sont même pas exploités parce que personne ne sait ou personne n'a l'idée en fait, de les exploiter. Et du coup, nous, c'est tout l'objet de ce qu'on fait, de se dire, en fait, il y a ces datasets qui sont libres, qui peuvent apporter plein de valeur et dont personne ne fait rien. De l'autre côté, il y a des gens qui ont les compétences et qui, dans leur boulot, sont frustrés de ne pas l'exploiter. Et donc, on crée cet environnement qui permet de matcher un peu ces deux besoins. Et donc, voilà, là, je n'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais si vous regardez la politique open data du gouvernement, en fait, on a fait des projets avec Data for Good. On travaillait par exemple avec le ministère de l'écologie sur des datasets qu'eux avaient. Ils n'avaient pas forcément l'idée de quoi en faire. Donc voilà, donc je pense qu'il y a... Tu as un exemple, ouais, du coup, sur ces datasets, à quoi ça vous a servi concrètement comme type de projet chez Data for Good? Ouais, un qui est assez simple, c'est le dataset qui s'appelle AgriValise, qui est le dataset d'empreinte carbone au niveau des aliments. Et donc, nous, on avait accompagné je pense que tout le monde connaît maintenant, mais un projet qui s'appelle Open Food Fact, dont l'idée est en fait, on va dire, à la base, c'était plus sensibiliser les personnes sur quand vous mangez quelque chose, quel est l'impact sur votre santé de ce que vous mangez. Et avec ce dataset qui a été mis en open source, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de mettre un score d'impact carbone, en fait, en fonction des aliments. Et ça a été fait grâce à un dataset qui a été mis en open source par le gouvernement. Et donc, on a directement exploité avec nos bénévoles pour venir ajouter une couche supplémentaire à Open Food Pack qui existait déjà.
Et là, on n'a pas encore la confirmation, mais en gros, eux, ils veulent aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, Open Food Fact, c'est une base du coup qui est ouverte sur les aliments. Et eux voulaient aller encore plus loin et créer un autre produit qui serait plus sur les produits. Et donc, par exemple, scanner un produit, je ne sais pas, scanner, là, j'ai un cahier en face de moi qui est le dessus est en plastique. Moi, c'est pas, je pense que le score ne serait pas très bien. Donc, l'idée, ce serait de scanner là, le code barre de ce cahier et de voir, pareil, quelle serait l'empreinte carbone en termes de produits achetés. Ok. Voilà. Et donc là, c'est directement l'exploitation d'un côté un dataset en open et nous, des compétences qu'on peut apporter. Et en fait, d'ailleurs, dans la manière dont on sélectionne les projets, un des critères qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a un dataset qui peut être exploité et est-ce qu'il y a de la matière en termes de data. Ok. Donc, parfois, ça va être des datas propres au projet qui peuvent être mises à disposition. Mais le plus souvent, en fait, c'est des datasets qui sont vraiment dispo pour tous, quoi. Voilà. Ok. Si tu peux nous mettre le lien de cette base de données, je pense que ça Ouais, rendra le tout hyper concret. carrément. Merci. Et pour toi, Joséphine? Je pense que j'irai aussi dans le sens de Lucille. Je pense que la tech, c'est pas mal de matière. Donc, on a au final des jeux de données, on a des innovations techniques qui peuvent être un peu isolées, mais c'est aussi une capacité à diffuser ces innovations, à diffuser ces informations, qui rend du coup les possibilités hyper nombreuses et qui fait qu'on peut avoir le moyen de changer les choses. Donc, si je prends l'exemple de la ruche, en fait, on s'appuie sur des éléments assez simples. On a ce qu'on appelle des portefeuilles électroniques qui permet en ligne de payer directement au producteur ses achats. Donc, en fait, en un paiement, on est capable de diffuser, de répartir l'argent auprès des différents producteurs. Et à côté de ça, on a aussi un annuaire en réseau qui est de plus en plus riche. On est partout en Europe maintenant. On a près de 6000 producteurs actifs chaque mois. Donc, c'est un des plus gros réseaux aussi de producteurs en Europe. Si on ne pouvait pas faire cette mise en relation, je pense que les projets de vente directe seraient beaucoup plus petits. Ici, on a réussi en fait à répliquer un modèle local hyper simple dans plein de villes et de campagnes partout en Europe. Donc, je pense que c'est vraiment ce pouvoir de diffusion qui est hyper fort. Et ensuite, c'est aussi la capacité de mesurer l'impact qu'on peut avoir. C'est-à-dire l'adoption, le nombre de clients, le nombre de producteurs qui utilisent chaque jour un outil, mais aussi l'impact ensuite, le quantifier, voir combien de producteurs dans la durée arrivent à vivre de la ruche, combien, si on va un peu plus loin dans les sondages et dans les enquêtes, voir à quel point ça a pu les aider, etc. Donc, on crée aussi de la donnée qui permet de vérifier notre efficacité aussi. Donc, en fait, on est capable après de prendre des décisions éclairées et de mesurer vraiment à quel point ou non une initiative change la donne. Ok. C'est très complémentaire vos différentes réponses. Et oui, je vois l'effet amplificateur de la tech et l'aspect aussi en effet suivi pour pouvoir encore plus s'améliorer. Quand on a créé cet événement, on a pensé aussi à tous les articles qui sortent assez régulièrement, qui mettent en avant l'empreinte carbone du numérique, qui peuvent considérer la tech comme un élément qui, pour le coup, amplifie non pas les bonnes actions, mais qui amplifie le réchauffement climatique. Vous, c'est quoi votre point de vue vis-à-vis de ça et comment vous faites la part des choses entre vos métiers, vos engagements et ces différents articles ou rapports qui peuvent sortir régulièrement? Ouais, je veux bien commencer là-dessus. Ouais, vas-y. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est assez présent et nous, moi, je m'y intéresse pas mal et c'est vrai que même dans la communauté de Good, on essaie un peu de regarder les choses qui existent. Et d'ailleurs, en fait, on a accompagné récemment un projet qui s'appelle Code Carbone, dont l'objectif est en fait justement de mesurer
l'impact carbone, par exemple, d'une intelligence artificielle ou d'un gros algo qui tourne. Et donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense en fait, il peut y avoir un problème effectivement qui est réel. Et du coup, je pense que le meilleur moyen de sensibiliser, c'est de commencer par mesurer. Et donc, en fait, je pense qu'il faut permettre à en fait, toutes ces entreprises, tous ces algos qui tournent et notamment tout ce qui est intelligence artificielle, de trouver un moyen de mesurer vraiment et plutôt que de dire oui, il y a un problème, de le mesurer pour ensuite agir là où vraiment on peut, je ne sais pas, faire tourner l'algo d'une manière différente pour que ça fasse tourner moins de serveurs. Ça peut être des choses, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces choses-là, mais ça peut être, il y a des boîtes qui permettent de en fait, refaire un site internet avec des polices, des couleurs qui vont en fait consommer beaucoup moins. Donc ça, on est nous-mêmes en train d'essayer de regarder pour notre propre site web. Du coup, je pense qu'il y a un côté, il faut mesurer les choses pour voir vraiment là où il y a des problèmes. Et je pense que c'est la meilleure manière de sensibiliser. Et deux, je pense qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui existent sur des choses assez simples et qui, au fond, permettent de réduire un peu l'impact que tout ça peut avoir d'un point de vue numérique. Et ça me fait penser à un autre sujet. J'avais fait, plus à titre perso, j'avais participé à la fresque du numérique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé aussi. Moi, je suis moi-même animatrice, mais fresque du climat. Et donc, fresque Est-ce du que tu peux numérique, nous redire? Moi, je Ouais. vois ce que c'est, nous redire ce que c'est. Oui, tout à fait. Donc, fresque du climat, qui est un peu le premier, c'est un format où, en fait, à l'aide d'un jeu de cartes, l'idée est de sensibiliser en fait, un groupe de personnes à en fait, comment s'explique en fait, le réchauffement climatique et quels sont les liens de causalité entre l'action de l'homme et à la fin en fait, l'impact sur la biodiversité, sur la planète, d'un point de vue un peu systémique. L'idée étant de en fait, comprendre comment quel est l'impact des gestes de chacun sur ce phénomène. Et du coup, c'est assez bien fait parce que c'est avec des cartes, donc on met les choses en application, etc. Et depuis que la fresque du climat a été créée, il y a eu en fait pas mal on va dire, variantes qui ont pris le relais. Notamment, là, il y a eu la fresque de la biodiversité et il y en a une qui s'appelle la fresque du numérique et qui suit le même format. Mais l'idée, c'est de voir directement quel est l'impact du numérique sur le climat. Et du coup, c'est pareil, je pense que ça rejoint le point de la sensibilisation, mais ça permet à titre individuel. Donc, il y a des choses qui sont un peu évidentes et on le sait, par exemple, je ne sais pas, débrancher sa prise quand elle ne charge pas, ça réduit. Mais après, il y a des choses qui sont plus directement liées à le numérique, à comment, à titre individuel, je ne sais pas, en regardant des vidéos à plus basse, comment on dit, débit. Oui, enlever le haute résolution sur Voilà, c'est Netflix. ça, exactement, enfin, ce genre de choses. Et du coup, je pense qu'il Oui, faut d'actions concrètes. je pense qu'il faut allier la sensibilisation d'un point de vue individuel où il y a des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui en fait parfois on oublie. Et après, le côté code carbone, et merci d'avoir partagé le lien, mesurer les choses sur des algos où pour le coup, on a un peu moins de contrôle. Et code carbone, pour dire en deux mots, en fait, l'idée, c'est vraiment une librairie Python qui sont en train de développer où l'idée, c'est de plugger ça à un algo qui tourne et de voir direct sur son algo quelle est l'empreinte carbone, combien de serveurs ça prend et à la fin, combien de tonnes de CO2 ça génère. Donc, l'idée, c'est que ce soit assez simple, utilisable par n'importe qui et gratuit. Voilà. Donc, Ce qui est assez génial dans cet exemple, c'est que la tech permet de calculer comment résoudre l'impact de la tech. Enfin, exactement, c'est exactement. assez, Et ouais, c'est effectivement, et je crois que je ne sais pas s'ils le. Enfin, je sais pas exactement où ils en sont, parce que c'était la dernière session qu'on les a accompagnés, mais en fait, eux-mêmes, forcément, mesurer l'empreinte carbone de leur propre solution. Enfin, parce que bon, si eux, leur truc, bien sûr. un peu la boucle. Oui, le voilà. cercle sans fin. Exactement. Mais voilà, je Super pense intéressant. je laisse donner leur avis, mais je pense que le tout est quand même de mesurer pour avoir un avis quantifiable, quoi. Enfin, Joséphine, toi, de ton côté, comment vis-tu ce paradoxe? Ouais, c'est un vrai paradoxe parce que si je m'appuie sur ce que je vis à la ruche,
bon, certes, on est une activité numérique comme n'importe quelle activité humaine, ça a un impact. Mais en plus de ça, on fait vivre aussi tout un écosystème. Enfin, en tout cas, on contribue à leur activité économique. Et cette activité-là, elle a aussi un impact. Donc, en fait, ça va aussi plus loin que le simple fait de faire tourner un site. C'est aussi voir les activités que ça va engendrer, les déchets et les ressources que ça va aller consommer. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi une responsabilité qui dépasse les propres limites du site et des apps. Et que, au final, quand on fait des audits, c'est difficile d'avoir quelque chose de tout à fait, comment dire, enfin, qui prenne tout en compte, quoi. Donc, on a fait aussi avec une de mes collègues que je vois dans les participantes, on a fait des audits un peu auto-évaluation où, en fait, on obtenait aussi un score. Je trouvais que c'était difficile ensuite pour nous de se saisir de ces scores-là et d'aller transformer ça en action concrète, sachant que de l'autre côté, on a aussi un enjeu d'emballage, d'impression papier, qui sont pour le coup à l'échelle de tout notre réseau, où là vraiment on peut avoir aussi un fort impact, peut-être plus fort que la consommation de notre site. Et par contre, on a quelque chose qui est assez central, c'est le fait que à la ruche, ce qui est commandé, enfin, on ne cultive et on ne prépare que ce qui a été commandé. Donc en fait, on est dans du flux tendu où on évite tout le gaspillage alimentaire. Donc en fait, ça va vraiment couvrir beaucoup d'activités. Ouais, du coup, c'est intéressant. C'est aussi avec l'activité au global que vous avez, savoir là où vous mettez les priorités. Complètement. Qu'est-ce qui a le plus ou le moins d'impact. Oui. Et Stéphanie, de ton côté, sur cette question de tech positive ou négative pour l'environnement, comment tu gères la chose? Alors moi, à mon sens, par rapport à notre projet, c'est d'autres priorités qu'on a. Donc, je parlais tout à l'heure de la sécurisation des données. Je vais essayer de vous expliquer rapidement la solution, parce qu'il y a des objets connectés, il y a d'autres choses derrière, mais à la base, c'est une application qui veut sécuriser les personnes vulnérables et fragiles à domicile pendant leur déplacement et qui remonte des alertes en fait en cas de difficulté. Ça peut être un obstacle, une agression, quelle que soit la difficulté qu'elle rencontre. Et on met en relation des gens, c'est-à-dire qu'on met en relation des anges gardiens qui vont venir au secours ou qui vont donner de la formation pour faciliter le trajet de la personne ou qui vont se proposer pour les aider. Demain, je vais à Vivatech, j'envoie un message à la communauté d'anges gardiens et je dis, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va à Vivatech qui peut me dire où est l'endroit accessible? Est-ce qu'on pourra venir m'ouvrir la porte si je suis paralysée, que j'ai les deux bras qui ne marchent pas? Parce qu'il n'y a pas que les jambes, il y a les bras aussi. Ou ça peut être voilà, l'idée, c'est de rompre aussi le lien social, comme je vous disais tout à l'heure. Et nous, c'est un autre degré, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, celui que vous avez cité, mais c'est encore un autre type de responsabilité. C'est toutes les données que l'on collecte sur les personnes vulnérables et fragiles. Quand il y a une ville, une collectivité, une région qui nous dit on la déploie, à qui appartiennent ces données, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les protège, parce qu'on a des infos sur les pathologies des gens aussi, du coup, sur leur, entre guillemets, dysfonctionnement au moins mécanique, si ce n'est plus, parce que ça peut être des difficultés d'orientation, de mémorisation, etc. Donc, on en reparlera, mais ça, c'est l'usage et l'utilisation de l'appli qui doit être adapté. Et donc, c'est de se dire, voilà, toutes ces données-là, en amont, on parlait des données ouvertes tout à l'heure, puisqu'il va y avoir une obligation en 2023, 2024 et 2025 pour les ministères de donner, en tout cas que les données soient accessibles à tous. Et il y a cette responsabilisation de notre part de dire, à partir du moment où on met aussi des gens en relation, il faut être très vigilant parce que qui est responsable si jamais, voilà, moi si je dis je suis une petite vieille, je suis aveugle, je veux retirer de l'argent, qui est-ce qui peut m'aider à aller au distributeur? On a aussi, nous, cette responsabilité de se dire quel est le lien, comment on protège les personnes dans un sens ou dans l'autre. Si Lucille, par exemple, je la trouve géniale et il ne faut pas non plus que je la harcèle tous les 4 matins en me disant je vais tout le temps lui demander à elle. Donc, nous, ce qu'on a trouvé,
comme moyen pour l'instant, mais on cherche des moyens encore plus, on va dire encore plus précis pour protéger les personnes. C'est effectivement être vigilant sur la sécurisation des données qu'on collecte et à qui on les donne. Est-ce qu'on les donne à la collectivité? Voilà, comment est-ce qu'on protège cette donnée? Ça, c'est vraiment une grosse question. Et puis, par exemple, sur l'appli, ça peut paraître tout bête, mais nous, on est invisible. C'est-à-dire que moi, personne ne peut savoir où j'habite. Donc, on ne peut pas se dire, bah, tiens, Stéphanie, comme elle est sourde, en plus, elle ne va pas entendre si je débarque chez elle, etc. Donc, protéger la personne vulnérable. Et puis, à l'inverse, protéger les anges gardiens pour pas qu'on les harcèle toutes les 5 minutes. Donc, sur l'appli, ils sont symbolisés par des petites ailes d'ange, mais on ne peut pas savoir que c'est Lucille, on ne peut pas savoir, on ne peut pas la collecter en direct. On envoie une demande d'information ou une demande d'aide et prend qui veut en voyant le message s'afficher. Donc, c'est un autre type de question, mais ce que je trouve intéressant et ce que j'aime beaucoup, moi, dans les années qui viennent et dans ce qu'on fait d'ores et déjà, c'est que ce sens, quelque part, qui devrait être naturel, de la responsabilité quand on crée un outil, quand on crée une solution, quand on met le nez dans ces sujets-là, c'est qui est responsable de quoi avant. Je vais vous dire en toute honnêteté, je pense que vous le savez, les entreprises n'avaient que le profit qui les intéressait. Maintenant, elles sont obligées de se poser ce genre de questions et de se positionner non seulement sur des valeurs, mais sur des engagements. On peut parler de la mixité, on peut parler de plein de choses. Et moi, c'est ce que je trouve hyper passionnant, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, on est obligé de faire attention à toutes ces choses, et tant mieux, parce qu'on ne le faisait pas du tout avant. Donc, toutes les actions que vous menez, et c'est ce que disaient Lucille aussi et Joséphine, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas derrière, mais cette un peu auto-responsabilisation, je trouve qu'elle est saine dans un monde justement plus responsable et plus juste, de dire, je ne produis pas seulement une solution, mais quel impact ça a, comment je le mesure et comment j'en suis responsable et comment je protège tout ça. Et pour l'instant, tout le monde s'en fichait, mais royalement. Moi, quand je disais alerte rouge, il y a ça, il y a ça, on me disait, peu importe, du moment qu'on fait du profit et qu'on est ça venait en performant. deuxième ou troisième. Exactement. Et encore, c'est gentil. Stéphanie, si tu veux nous partager le lien de ton application, je pense que ça sera hyper intéressant pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Et du coup, oui, c'est vrai que là, je parlais de l'empreinte carbone et il y a aussi les effets néfastes de la tech, de la sécurité que tu mentionnes. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, pour agir pour une tech plus juste et plus responsable, il faut aussi être très conscient de ces effets néfastes pour pouvoir justement les combattre et savoir mener ces projets en prenant en compte les potentiels mauvais effets et essayer de les contrer. Du coup, je vois que l'heure tourne et j'aimerais laisser un petit moment de questions-réponses. Du coup, je voulais savoir si vous auriez chacune de vous des conseils pour des personnes qui veulent construire un monde plus juste grâce à la tech. Comment s'engager pour un monde plus juste et plus responsable grâce à la tech? Moi, je peux commencer si vous voulez en faisant ma Ouais, vas-y, non, mais ça tombe bien parce qu'en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc, en fait, Data for Good, et je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, mais c'est juste que ça répond parfaitement bien à la question. En fait, l'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes qui ont envie de s'engager, de le faire. Et nous, en fait, on est là pour créer un peu les conditions pour que ce soit facile. Et donc, l'idée, c'est juste de... Là, je vous ai envoyé le Slack, mais vous pouvez rejoindre le Slack. Et ensuite, en fait, nous, on essaie de faire vivre la communauté. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des besoins hyper succincts. Ça va être, je ne sais pas, une question. Ils vont avoir une question sur un secteur, peut-être que vous allez connaître. Donc, ça peut être vraiment, je veux dire, aider sur des toutes petites choses individuelles où vous avez des connaissances précises. Et après, si vous avez plus de temps et si vous voulez vous lancer dans un projet, et d'ailleurs, on en avait parlé, et il faudrait voir comment on peut mettre ça plus en œuvre avec les apprenantes et les apprenants de Data Tech School. Mais l'idée, c'est comme on accompagne en fait souvent des projets, et même, en fait, on a tellement envie d'accompagner plein de projets que même en dehors des saisons, on accompagne des projets sur un autre format. Et donc, si vous êtes motivé, en fait, on a plein de besoins. Il suffit juste de soit participer au lancement de la saison, soit regarder sur les différents channels qui en fait répertorient les différents projets, là où ça peut matcher vos compétences. Et ensuite, moi, je suis toujours étonnée, ce que je disais tout à l'heure, à quel point, en fait, même avec sur du bénévolat,
ça peut servir à tout le monde parce que sur des personnes qui sortent un peu d'une nouvelle formation, c'est un moyen super simple de mettre en application ce que vous venez d'apprendre sans que ce soit, sans qu'il y ait la pression de, je sais pas, un nouveau job avec des résultats à atteindre tout de suite. Là, ça reste du bénévolat, donc l'idée, c'est de donner le temps que vous avez il y a quand même un petit engagement pour que ça marche, mais voilà, c'est assez variable. Ce qui est génial, c'est que vous allez tout de suite, progresser et deux, voir le projet sur lequel vous travaillez qui avance, qui crée de la valeur. Et nous, peut-être pour conclure ce que je dis là, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner des projets où on sait qu'il y aura une suite et où du coup le projet ne meurt pas avec la fin de la saison Data for Good. Et nous, ce qui nous fait le plus plaisir, moi j'en suis pas à ce stade, mais Théo qui gère aussi l'asso avec moi, je sais qu'il a pas désactivé les notifs GitHub de tous les du repo Data for Good. On est différents repos Data for Good et je sais qu'il me dit qu'il est hyper heureux quand il voit des notifs de commit sur GitHub parce que ça continue à vivre, voilà, même sans exactement. vous. Voilà, d'un projet de la saison 6, il dit ah là, il y a encore des gens qui font des commits. Parce que, oui, un truc important que je n'ai pas précisé, c'est que tout ce qu'on fait, et en fait, ça c'est vraiment notre valeur fondamentale, tout ce qu'on fait est en open source. Donc en fait, si vous pouvez taper GitHub Data for Good et vous trouverez en fait tout l'historique de tous les projets qu'on a accompagnés. L'idée étant que, je sais pas, un algo qui a fait de la classification pour, je sais pas, X sujet puisse être réutilisé par quelqu'un d'autre. Et donc, parfois, en fait, on voit même des commits. L'idée, c'est qu'un inconnu peut se connecter et faire un commit, donc il sera refusé ou non. Hyper intéressant. Voilà. Pour les quelques apprenants de Dada qui sont dans l'audience que j'ai repéré, n'hésitez pas à aller voir. Et en effet, Lucille, on pourra creuser. Je sais que tu avais initié les discussions avec notre directeur de la pédagogie. Exactement. On pourra creuser pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et le côté long terme et open source, c'est hyper chouette. Juste peut-être petite question pour toi sur les compétences à avoir pour entrer dans le Slack. Est-ce qu'il faut être dev? Est-ce qu'il faut être data? C'est quoi en fait les compétences que tu peux mettre à dispo? Ouais, alors en fait, on essaye au max d'élargir. De base, c'était, ça se trouve, c'est encore écrit ça sur notre site qu'on doit refaire depuis longtemps. Mais de base, c'était une communauté de data scientists parce que les premiers projets qui ont été accompagnés, en fait, le premier projet, c'était un projet pour la Croix-Rouge pour un peu équilibrer et on va dire mieux équilibrer la flotte, la Croix-Rouge, on va dire. Donc, c'était vraiment de l'optimisation avec la data science. Mais depuis, ce qu'on essaye de faire, c'est comme en fait, on avait vu qu'il y avait une communauté énorme et qui n'était pas juste en fait, restreinte à ces compétences. Et du coup, de plus en plus, on choisit des projets qui développent d'autres compétences. Donc, par exemple, on a des projets de dev. On en a moins parce qu'on a moins de bénévoles dev, mais on essaye d'en faire aussi. On a des designers, parce que sur chaque projet, il y a toujours quelqu'un pour designer, que ce soit designer le Dataflow, designer, si c'est un projet de dev, designer la plateforme ou le site. Donc, c'est aussi des compétences qu'on cherche, donc du coup aussi des compétences product. Après, le nom m'échappe, je vais essayer de le retrouver après, mais il y a une communauté à qui on parle qui fait la même chose que nous sur du product. Donc, si on a qui sont plus product, je peux vous rediriger vers là-bas. Et après, sur des profils moins, je ne sais pas s'il y a des profils moins data qui nous écoutent ce soir, mais en fait, tout projet data a aussi besoin de personnes moins data qui vont structurer le projet, faire de la gestion de projet. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et en fait, on est souvent étonné même de personnes qui prennent le lead sur des projets qui sont de base pas du tout data. Et qui vont aider. Je donne un exemple, après je me tais, mais il y avait un projet super chouette qu'on avait accompagné qui était un médecin qui faisait sa thèse sur l'eczéma et qui essayait, en fait, il avait un dataset pour le coup qu'il avait eu via, en fait, pour le coup, c'était pas de l'open data, c'était des données qu'il avait anonymisées et sur lesquelles il travaillait pour sa thèse. Et en gros, l'idée était de d'analyser les différents types de pathologies de l'eczéma, qui est une maladie qui est assez il y a peu d'écrits en fait sur cette maladie.
et de voir à quel point ça pouvait être génétique et de voir comment différentes pathologies pouvaient être traitées. Et donc, lui, c'était vraiment un médecin qui s'était retrouvé avec ce dataset, un interne qui avait aucune connaissance data. Et donc là, forcément, pour un peu mener le projet avec lui, il faut des personnes qui, savent coder et savent développer, mais surtout savent leader un groupe, je sais pas, prioriser ce qu'il faut faire du suivi. Voilà. Et donc ça, c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'organisateur. Mais en fait, nous aussi, pour nous, le meilleur setup, c'est quand il y a quelqu'un qui prend un peu le lead du projet. Donc parfois, c'est le porteur de projet et parfois, c'est quelqu'un d'autre Oui, qui peut même s'occuper uniquement justement de l'avancée du projet, Exactement. project management, quoi. Exactement. Et après, je crois que quelqu'un dit qu'il a participé à la saison 6 de Data for Good. On a on va dire des habitués Data for Good qui sont là depuis le début, qui participent à chaque saison. Donc, il y a des personnes qui préfèrent changer de projet à chaque fois. Il y en a qui... on a un projet qu'on va réaccompagner qui s'appelle Pioneer, où ils ont développé en fait sur des Raspberry Pi qui sont comme on va dire, ordinateurs format réduit, la détection d'incendie avec de la reconnaissance d'images. Et donc là, c'est implémenté maintenant avec des casernes de pompiers dans le sud, en Provence. Incroyable. Et donc ça, de base, c'était un ancien bénévole qui nous a proposé l'idée. On était en mode, ok, chaud, on essaye. Et en fait, ça a super bien pris. Il a fait 2-3 saisons avec nous. Et maintenant, c'est une asso. Ils ont déposé leur statut et ils sont une vingtaine de bénévoles qui travaillent dessus voilà, sans nous, quoi. Ouais, c'est super de voir l'aspect porté du projet après. Donc, en effet, Anita confirme. Et pour ceux qui sont ni PM, ni dev, ni data, je pense qu'il y a aussi l'aspect peut-être après, si le projet prend de l'ampleur, de justement le faire connaître. Donc, ça peut être des rôles de communication, de design. Donc, ouais, hyper intéressant. Sabah t'a demandé le site web et Anita te répond. Clotilde, j'ai bien vu ta question sur les bonnes pratiques en développement. Nous, on a un article là-dessus et puis je la prendrai si quelqu'un veut la prendre. Je voulais juste entendre peut-être Joséphine et Stéphanie sur vos avis sur comment s'engager. Juste petite prévention là-dessus. Il nous reste plus que 3 minutes. Donc, il faut que ce soit des méthodes d'engagement assez précises. Vas-y, Joséphine. Il y a différents niveaux pour s'engager, l'entreprise et sa mission, les projets qu'on choisit et qu'on choisit aussi de porter vis-à-vis de son organisation, que ce soit une asso, que ce soit une entreprise, comment on les défend. Il y a le niveau des méthodes de conception, où on peut choisir de mettre vraiment un accent sur la frugalité, sur l'accessibilité, sur l'analyse des risques, où en fait on porte notre responsabilité pour mener à bien un projet. Tu as aussi la transmission, en fait, tout ce qu'on apprend et comment on le fait pour le partager, qui contribue du coup qui est une façon de s'engager. C'est ce que je cherche à faire aussi du coup avec Adaptech School et en essayant de communiquer ce qu'on fait et ce que je fais en tant que PM. Et après, moi, ça c'est vraiment très personnel, mais j'essaie d'employer les termes les plus précis possibles et d'éviter de vouloir mener tous les combats en même temps. On parle de responsabilité, ça désigne beaucoup de choses, on en a parlé tout à l'heure, mais pour nous, par exemple, à La Ruche, ce qui est important, c'est de distinguer ce qui est juste équitable, ce qui est écologique, ce qui est transparent, ce qui est bio, ce qui est local. Ce sont plein de notions qui vont se rattacher à l'alimentation, mais nous, on se focalise sur ce qui est juste, ce qui est local, ce qui est transparent. Et en deuxième plan arrivent d'autres combats, mais il faut qu'on se concentre sur notre mission principale, sinon c'est difficile. On s'éparpille. Et du coup, voilà, mon conseil, c'est essayer de rester quand même très concentré sur ce qu'on veut faire initialement. C'est difficile d'être absolument très bon partout. Bon conseil. Et Stéphanie, pour finir, de ton côté, comment s'engager? Je vais essayer d'être efficace, mais ça va être un peu compliqué en quelques secondes. Mais nous, on se situe en fait vraiment je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Mouvement pour une économie bienveillante. Donc, le projet Andy Road, ce n'est pas une start-up à visée vraiment capitalistique, si ce n'est pour réinvestir dans l'outil, puisqu'en termes de conception inclusive, en fait, il y a 240 types d'altérations à l'usage. Donc, on en a pour des années avant de pouvoir produire une solution, en tout cas, qui sera créée pour tous et utilisable par tous.
Et nous, en fait, ce qu'on cherche aussi, ce sont des gens qui sont prêts à s'engager sur des thématiques très sensibles aussi, qui concernent les personnes vulnérables et fragiles ou en situation de handicap. Et en fait, on aimerait bien mettre aussi en valeur des gens justement qui s'engagent et qui ont des profils ou qui cherchent en tout cas à s'améliorer sur certains sujets. Et donc, on cherche des gens dans le domaine du design inclusif. On parlait de conception universelle. On est en carence, malheureusement, de profils de gens capables d'être dans la conception inclusive, d'être dans l'inclusion numérique, dans l'interface inclusive aussi. Donc, toutes les personnes qui sont prêtes à essayer de nous donner un coup de main pour avancer sur ces sujets-là, ils sont les bienvenus parce que on est une toute petite équipe et on essaie. Alors, on parlait de data tout à l'heure, on a des partenaires qui nous donnent un petit peu de coup de main en termes de mécénat de compétences comme Google, comme Microsoft, qui ont un super département de conception inclusive. Mais étant donné tous les profils différents, puisqu'on veut essayer de créer une appli 100% inclusive, même en termes de plateforme, etc., on va avoir besoin constamment de profils et de les mettre en valeur parce qu'à terme, justement, toutes les solutions, toutes les entreprises vont être obligées de créer et de mettre à disposition des solutions 100% inclusives. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va venir dans les années à venir. Et donc, il faut s'y mettre dès maintenant. Donc, si ce sujet qui est un peu particulier, mais vous intéresse, vous êtes en tout cas les bienvenus. Merci. Ça rejoint la question de Clotilde qui demandait est-ce qu'on a des solutions aussi pour, des conseils à donner pour l'accessibilité, les bonnes pratiques en développement. Ouais. Donc, merci pour le partage. Ça partage dans le chat. Nous, on a fait un article là-dessus. Du coup, c'est vrai qu'il y a un énorme besoin là-dessus. Et en fait, il n'y a pas beaucoup encore de personnes spécialistes de ces sujets. Donc, moi, je vous conseille aussi de vous former là-dessus. Je vois qu'il y a des formations là qui circulent. Nous, c'est aussi quelque chose sur lequel on met l'accent à Datex School je vous disais, un codé aussi de manière plus responsable. Donc, il y a à la fois le code en lui-même pour qu'il ne soit pas trop consommateur, le choix même des choix de serveurs, etc. Et puis coder aussi des sites plus accessibles. Donc, c'est une verticale qu'on développe, mais il y a encore peu c'est pour ça que Clotilde, c'est une excellente question. Il y a encore peu de formation là-dessus. Je crois qu'il commence à y en avoir de plus en plus et c'est bon signe. Mais il y a un vrai créneau. Il n'y en a quasiment pas, mais vous voyez, cet après-midi, j'étais avec le ministère des Transports, justement. On trouve personne pour s'occuper de ce genre de problème parce que tout le monde est saturé. Il y a trop peu de personnes présentes sur ces sujets. Et pour réaliser des solutions, on est à sec. Donc, c'est pour ça que quand je dis il y a des belles opportunités, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des sujets qui vont être inévitables, comme la conception universelle, et sur lesquels on n'a aucun profil réellement de formé à l'heure actuelle, ni pour les années à venir. Donc, avec Adatex School, si vous voulez prendre moi, je vous soutiens à fond et je vous dis tout ce dont on a besoin pour que vous nous sortiez une promo d'ici 3 ans. Parce que c'est vrai que malheureusement, c'est en 2 ans. Dans 2 ans si vous voulez, mais voilà, c'est des sujets où il va y avoir pléthore de postes disponibles complètement. et on sait d'ores et déjà qu'on sera en carence et en manque de profil. Je te rejoins complètement. Ça va être le mot de la fin puisqu'on arrive à la fin de la conférence. Merci beaucoup à toutes les trois. Je pense qu'on pourra de toute façon continuer les discussions chacune sur vos sujets. Il y a plein de points à construire avec Adatex School. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont assisté à ajouter les différentes intervenantes sur LinkedIn pour continuer la conversation. Et voilà, merci pour les liens partagés aussi. Je pense que si vous voulez les aider, leur poser des questions, c'est ce qu'on s'est appliqué à prouver que la tech juste est plus responsable. C'est aussi plein de bonnes volontés mises ensemble. Donc voilà, un grand merci. Et puis nous, on continue les conversations après cette conférence. Merci aussi pour vos mots dans le chat et pour vos questions hyper pertinentes. Donc, ça fait très plaisir. Voilà, à bientôt tout le monde et merci à toutes les trois. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci, bonne soirée. À bientôt.